Au collège, on n'arrêtait pas de me dire si t'aimes pas l'école, fais du pro, tu vas voir, t'es probablement pas fait pour les études. Le genre de conneries qu'on sort à plein de gamins juste parce qu'ils ont la flemme, plutôt que de les motiver à bosser. Et on m'envoyait dans les filières poubelles qui sont dans la restauration. Et à l'époque, je me suis dit, ça va être mon truc quoi. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça m'a pris 5 ans pour me rattraper. Revenir au club, bosser tous les jours, ça a été dur. En fait, j'étais vachement dans le refus en fait. Le refus d'apprendre parce que j'avais peur justement de retourner au dernier de la classe quoi. J'avais un rapport aux notes qui était très compliqué. C'est-à-dire quand j'avais pas une bonne note, c'est-à-dire en dessous de 10, je sortais de la salle et je revenais pas au cours quoi. C'était En seconde là, ça a été hyper difficile, c'est-à-dire je suis passée d'un collège où je me sentais hyper bien à un lycée complètement élitiste, où les élèves qui avaient des difficultés, ils étaient considérés comme faibles, mis sur le côté, même humiliés par les profs. Moi, ça m'est arrivé. Déjà en troisième, j'avais un peu des fragilités en maths, et en seconde, ça a été la catastrophe, quoi. Travailler à 16 ans j'ai 16 ans. Travailler à 16 ans sans diplôme, sans rien, j'avais même pas ma préfo et mon test technique, donc j'avais rien quoi, vraiment, pas de brevet. Brevet, j'étais même pas allé. J'ai vraiment même pas fait une primaire classique, hein, mais vraiment pas du tout. Je dirais même le CP, j'ai pas totalement fait vraiment un CP classique aussi. Nous sommes à Grenoble, à la Villeneuve. Le collège-lycée élitaire pour tous y a ouvert ses portes en 2000. Son cofondateur avec Marie-Cécile Bloch, Bernard Gerde, nous le présente. Le CLEPT est un établissement public de l'éducation nationale. Il est expérimental. Il a commencé à se préfigurer en 1995, à un moment où personne ne parlait de décrochage et de décrocheurs. Le CLEPT est un objet politique parce qu'il a obtenu de l'éducation nationale qu'elle accepte d'être son propre recours en mettant à la disposition de jeunes en rupture un établissement spécifique. Le CLEPT est également un objet politique dans le sens où il correspond à ce qu'on appelle parfois une désobéissance qui a réussi. Il n'offre pas à des jeunes en rupture scolaire des dispositifs palliatifs, non. Il est vraiment élitaire dans le sens où il leur propose, par exemple, de la philosophie à tous les étages, y compris pour ceux qui sont dans le module collège. Il leur offre aussi des ateliers culturels et éducatifs et la possibilité d'être pris comme des interlocuteurs valables à tout moment. Cette petite structure accueille une centaine d'élèves. Elle est animée par une quinzaine de professeurs, pas tous à plein temps. Pas de surveillants, pas de secrétaires. Son expérience remet en cause bien des certitudes et des idées reçues sur l'école. J'ai suivi cette aventure exigeante une année durant. J'en rapporte cette tranche de vie et les réflexions qu'elle suscite chez les jeunes et les adultes pour partager avec vous un peu de l'utopie du CLEPT. Et tout d'abord l'atelier théâtre, l'un des ateliers culturels et éducatifs qui occupe 16 demi-journées de septembre à février. Cette année, sous la direction de Chantal Morel, on y monte Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Imen se mesure à ce grand classique. Attendez, excusez-moi, j'ai besoin de la mettre un peu plus au milieu, là. Ouais. Pour avoir la distance que ton talent exige avec le menu frottin, il faut que tu sois un petit peu plus loin. Et vraiment, il faut que tu... Avant même de parler... Le mec, il profite des acclamations, des applaudissements. C'est ça que Cyrano déteste. C'est-à-dire que c'est pas la poésie qui importe à Montfleury, c'est lui-même. Ça, Cyrano, il déteste. Tu vois, donc, profite, goûte. Tu vois? Ok. On reprend.
des cours dans un lieu solitaire se prescrit à soi-même. Oui, Un exil volontaire. oui. Et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois, Ah mais vous attendez pas, c'est tous ensemble là. C'est tous ensemble là. C'est pas grave. C'est chouette. Tu vois comment il faut que tu... Waouh, ça peut pas être moins que ça. C'est impossible. Quand elle Là, j'ai reçoit... ressenti quelque chose, quoi. C'est ça. Ouais. Et ben ce que tu ressens, tu le suis. Ok, Imen? Ouais. Ce que tu ressens, tu le suis. Ouais. Tu le refuses pas, tu l'accueilles. D'accord? On reprend. Ah, par contre, le secours, non, secours. T'inquiète pas, Mylène, tu es parfaite. Pense juste à tes E, ne m'en rajoute pas. Ah, je vais me fâcher. Mais jouez donc. Mon Fleury, jouez. Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à la ruban. Ça fait bizarre de me revoir en me fleurie. J'avais choisi théâtre, effectivement. C'était mon premier choix parce qu'il fallait que je me mette en confiance. Par rapport à ça, il fallait que je puisse... pas être tout le temps enfermée dans ces petites carapaces là où je dois être un peu à l'écart des autres parce que indifférent des autres, voilà, c'est par rapport à la scolarité, donc il y a aussi ça. Je veux dire, entre guillemets, j'avais une petite étiquette d'image, comme ils appellent ça, déficience intellectuelle, alors que ça n'avait rien à voir. Mais venez à mon secours, voyons, messieurs. Ah, je vais me fâcher. C'est ça la dernière phrase? Ok. On prend juste celle-là. J'ai rajouté le volume. Je suis désolée. Mais non, mais attends, s'il y a un problème, on va te le dire. Ne t'inquiète pas. Mais venez à mon secours. Je suis venue au club, pour moi, c'est une perle. C'est une perle, cette école. Il y en a, ils se rendent même pas compte. Il y en a qui viennent de l'autre bout de la France pour venir, pour reprendre des études quand même. Et moi, je suis là, je suis de Villeneuve et je savais même pas qu'il y avait un clept. Moi, je peux pas me révolter comme là, je peux me révolter maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, parce que j'étais jeune. Vous savez, quand on est jeune, des fois... ouais, bon, c'est rien un peu de la vie. On sait pas grand-chose. Ouais, bon, on suit, quoi. Voilà, on suit. Et ben moi, c'était ça. Ah, bah ça, peut-être ça correspond... Parce que peut-être ça, c'était bien pour moi. Mais en fait, non. C'était pas pour moi. Ça me correspondait pas. Ça me correspondait pas. Mais vraiment pas du tout. On laissait pas vraiment le choix à mes parents. Parce que mes parents, ils ont... Voilà, ils s'appelaient pas Monsieur Dupont et Madame Dupont. Et je veux dire... Ils connaissaient pas tout ça. Oui, mais votre fille, vous savez, elle a besoin d'aller dans un internat où là, elle sera mieux, vous savez. Voilà, vous connaissez hein, tout ce genre de choses. Voilà, mes parents, ils suivent. Ils savent pas, eux, ils connaissent pas. C'est pas leur faute. Après, c'est... Qu'est-ce que vous voulez faire? Raccrocher constitue un parcours exigeant, quelquefois chaotique. C'est dur, disent ces jeunes qui ont quitté l'école et sont pourtant volontaires pour y revenir. Leur désir de savoir insatisfait rejoindra-t-il la passion du professeur? Devenir, redevenir élève, c'est ce qui se joue en module de raccrochage. Cela prendra 6 mois, 1 année, plus peut-être. Aujourd'hui, Guy Berger, professeur en sciences de l'éducation, responsable du conseil scientifique du CLEPT, est en visite. Un vrai bourlingueur des problèmes éducatifs. Université de Vincennes, mission pour l'UNESCO, l'OCDE, au Brésil, en Côte d'Ivoire, en Albanie. Pas étonnant qu'il ait croisé la route du CLEPT. Petit poucet rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la Grande Ourse. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assise au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied contre mon cœur. Voilà. Est-ce que cette lecture éveille en vous des réactions? Donc Éléonore dit bien, elle est choquée par certains mots, je trouve qu'ils n'ont pas leur place dans la poésie. Froufrou, culotte, est-ce qu'il y en a d'autres? Il me semble. Entre Andréane. C'est bien que ça soit arrivé finalement. Tu as eu du mal à te lever? Il faut que tu fasses un peu d'exercice physique. Tiens, tu connais? D'accord. Ah, c'est Rimbaud. Pardon, Léonore. Souliers aussi, d'accord. Donc, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de noter l'emploi, une trivialité, c'est ça? Bravo Marie. C'est vrai que la classe de module, ce qui s'y travaille, c'est d'abord la réconciliation avec sa propre capacité à apprendre, donc à dire des bêtises, ou à sembler à côté de la plaque, ou à avoir des réactions qui, sans doute ailleurs, ne sont pas bien accueillies. Alors qu'en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une rencontre avec l'objet qu'on propose d'étudier, de lire. Donc tout le jeu, c'est de leur montrer que quand ils sont là, même si c'est maladroit, même si c'est pas forcément ce qu'on attend, ils sont là. Et c'est ce qui compte. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment le travailler, ça? Et puis, il y avait longtemps que tu n'étais pas venu me voir, Guy. Hein? Il y avait longtemps. Mais je te reconnais. Ah, bah alors ça va, j'ai pas trop changé. Non, parce que c'est important, tu enseignes la littérature. Hein. Ouais. C'est-à-dire avec ses formes, ses normes, ses pratiques, etc. Et c'est très sensible. Alors, on ne sait pas, je ne sais pas si la jeune fille qui est arrivée en retard, au fond, comment elle est entrée dans... Ouais. Elle a un long passé scolaire, elle a fait une terminale, elle avait dû entendre parler un peu de Rimbaud, j'imagine. Je l'ai laissée entrer parce que c'est important au du lycée, moi je trouve, de garder cette possibilité-là. Après, on en parle avec eux parce que c'est vrai que si elle n'a rien pris, dans le formel pur, ça ne va pas non plus. Mais est-ce que c'est pas, justement, là aussi, hein, une des occasions pour les faire travailler ensemble, oui. que l'un d'entre eux dise où on en est? Oui, ça, oui, bien sûr. Hein, c'est-à-dire qu'on l'accueille à la fois et que... Ça, je le fais plutôt au début de la séance quand certains ont raté des séances précédentes, c'est vrai. Là, je trouvais qu'elle arrivait tellement en retard que revenir sur, ça me gênait un peu pour les autres. Non, je sais, mais donc je sais pas comment il faut faire. Ouais, c'est difficile. Mais très certainement, enfin, je sais pas si c'est seulement à toi, il y a un problème au fond de recollectivisation en fait de ce qu'ils disent, hein, qui est pas réglé. C'est propre au clepte d'avoir cette chance, d'avoir quelqu'un qui assiste à ton cours et qui te fait des retours derrière. Parce que je crois que dans notre métier, des fois, on meurt de ça, on meurt de ne pas pouvoir parler de ce qu'on fait, avec un regard qui soit à la fois bienveillant et intéressé et qui a envie d'en discuter, quoi. Ça, c'est vraiment une spécificité ici, de pouvoir parler de ce qu'on fait avec un retour critique qui permet d'avancer, de se poser des questions, et, voilà, et de s'enrichir de tout ça. Mais ce qui est frappant alors dans ce texte, c'est que si on prend le thème de la fuite, hein, on se rend compte que Rimbaud, ou l'enfant Rimbaud, ou l'adolescent Rimbaud, dit merde à la loi. Et en même temps, tout en disant merde à toutes les lois, il choisit la loi de la littérature, avec cette formule étonnante d'ailleurs au point de vue même de la rupture de langage, hein, muse, et j'étais ton féal. Ouais. Comment le décrochage, hein, c'est dit merde à des tas de choses, mais ça n'a de sens que si on dit oui à quelque chose d'autre. Hein, et il se met sous la loi de la littérature. Alors je sais pas, ça tu vois, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il fallait aller très vite, hein,
Mais ça serait intéressant avec d'autres C'est parce que je me pose pas cette question-là quand je fais cours en MLB. En fait, ce que je me pose comme question, c'est plus comment je vais faire pour que Léodan reste en cours alors que ça fait 3 fois qu'elle vient plus ou qu'elle ne reste pas. C'est plus ça, le genre de question que je me pose. Et donc, le but, c'est de les aider à rentrer dans quelque chose, sans dire de bêtises, bien sûr, les aider à construire, mais surtout les aider à partir dans mon affaire à moi, à me rejoindre et à bien vouloir le faire, tu vois. Ce jour-là, j'avais choisi de travailler donc sur ma bohème de Rimbaud. Je pense que c'est pratiquement une des premières fois que je lis avec des élèves et en module. Donc moi-même, c'était un peu le plaisir de retrouver ça, de retrouver ce poème, ce poète-là. Et du coup, quand j'entends à nouveau ce que tu m'as fait réentendre là avec Guy et la façon dont il propose de travailler au fond le rapport à la norme, le rapport au langage établi, le rapport aussi à l'ordre bourgeois. C'est vrai que c'est des choses qui sont parfois très très à l'œuvre dans le décrochage, le rapport à la norme, le fait que ce soit pas mon monde, le fait que cette langue c'est pas la mienne, fait qu'ils ont l'impression parfois de trahir, d'y rentrer dans cette langue ou d'y rentrer dans cette norme, ou d'y perdre quelque chose de leur âme, ou tu vois que ça leur coupe leurs ailes, ou tout ce qu'ils disent autour du moule, de la pensée, qu'il faut rentrer dedans, mais que du coup on perd de soi, etc. Ça balaye ça et c'est vraiment important de montrer que, en plus ici finalement, Rimbaud c'est vrai, il dit merde au fond au monde bourgeois, à ses valeurs, à ses mots. Et en même temps, il en utilise certains qui sont très recherchés. Et puis surtout, il recrée il prend en fait une norme très 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 stricte, très ancienne, qui est celle du sonnet. Je trouve ça vraiment intéressant que Guy rebondisse là-dessus. Parce que, effectivement, je crois que pour des décrocheurs, là, on touche un problème de fond, quoi. Vraiment. Ensemble, c'est comment l'ambiance de la classe, le rapport prof-élève, globalement. Les bilans, il y en a 4 dans l'année. Ils ont lieu en présence de tous, l'ensemble de la classe ou du module et l'ensemble des enseignants. Tout le monde est là pour faire à la fois un bilan collectif et puis un bilan individuel. Tout le monde est là pour que tout le monde entende ce qui se dit sur tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que rien ne soit dissimulé. Co-construit, ce bilan s'élabore entre chaque élève et l'ensemble de ses enseignants. Parce que personne ne me connaissait vraiment avant, et je peux vous dire que ce qu'il y a là, c'est vraiment limite un miracle. Hein. C'est aussi bien au niveau de la présence que de la concentration, que des notes. J'ai toujours été une élève qui était plutôt moyenne, voire basse, avec 8 sur 20 tout le temps. Et là, en travaillant, je me suis rendu compte que j'étais capable de bien plus. Puis je pensais pas que j'avais autant de connaissances. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui me reviennent petit à petit et je me surprends moi-même en fait. C'est plutôt agréable. Donc une période très positive qui a permis à Marine de reprendre complètement pied dans sa scolarité et de vérifier ses acquis solides dans la plupart des disciplines. Ça te va? Alors, Hugo. Allez, à toi. Moi, par rapport à l'année dernière, au début de l'année, ça se passait plutôt bien. Et ça a fait comme l'année dernière, où ça commence à... moins que l'année dernière, mais toujours un petit peu, où ça a commencé à me relâcher un peu. Et, Est-ce que tu... Excuse-moi. Oui, vas-y. Je sais pas, j'ai toujours un peu cette impression de ramer. J'ai toujours un peu ce problème de concentration aussi. Je sais vraiment pas comment je vais régler. Parce que, moi, je sais pas, quand je vois rester assis pendant 2 heures, je sais pas comment je fais. Moi, je suis toujours obligé de bouger, de me balancer. Je suis toujours obligé de faire quelque chose. Ce que tu dis, c'est ce qu'on constate. T'as pas fait semblant là. T'es toujours au même endroit du point de vue de la concentration, de l'investissement de la durée, de cette difficulté que tu as et qui fait que ça, tu c'est es un une élève pathologie Attends. Bien sûr qu'il y a des causes. Pourquoi je peux toujours faire
il y a des causes et chacun a ses causes, etc. Mais là, on est simplement en train de faire un constat qu'on partage avec toi. Voilà. Et cet ennui dont tu parles, ben, moi je crois que c'est grave. Enfin, quelque part, il ne faut pas s'ennuyer si longtemps. Je veux dire que la vie, maintenant, qu'il y a un âge adulte où un des principes de vie, c'est aussi un principe de plaisir, de désir, d'avoir envie. Et tu l'as dit, il faut que j'ai envie, il faut que j'ai un but. Ouais. Mais visiblement, au clair, tu n'arrives pas à le trouver. Ça. Ouais, mais c'est pas peine perdue, je peux toujours le trouver. Après, moi, parallèlement de ça, quand j'ai repris les cours, j'ai aussi repris le ski. Et l'année dernière, j'ai passé le premier test qu'il fallait que je passe. Cette année, apparemment, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Je passe une formation qui dure 2 semaines. Il faut peut-être que tu continues là-dedans. Ça fait pas de mon avenir aussi. Mais il faut peut-être que tu continues là-dedans. C'est ça, Tu fais du ski, moi je connais un tout petit peu le problème du ski, t'as pas le problème du ski, et ça demande de l'endurance. Il faut être complètement barge pour faire que ça, quoi. C'est-à-dire monter, redescendre, remonter, redescendre, se prendre des coups de bâton, tomber sur un matin, faut être complètement taré, quoi. Et ça que tu es capable de faire là, eh bien, tu n'arrives pas à embrayer sur ce plaisir que tu as, objectivement que tu as. Ça, on ne sait pas faire, on n'y arrive pas. En même temps, je pense que cet objectif, c'est aussi de prolonger cette attitude que tu as dans le débat, mais on a l'impression que tu as toute ta idée. Moi, je pense que du coup, il faut que tu ailles à fond dans un domaine qui te plaît, quitte à revenir plus tard. Tu es jeune, tu es jeune. En plus, tu es en train de dire quoi? Que ton électro. Moi, je dis qu'on ne peut pas continuer à s'ennuyer et à ne pas rapprocher, si tu veux. Enfin, je trouve ça mortel. Enfin, voilà ce que je te dis. Mortel au sens où c'est mortifère. L'ennui, étymologiquement, c'est, quand tu cherches dans le dictionnaire étymologique, ça peut se traduire par, être traduit par la haine de soi. Ouais. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que je te dis que il ne faut pas y rester trop longtemps. Il faut trouver quelque chose de... Voilà. Mais là, je me souviens qu'à cette époque-là, pendant le bilan, je la comprenais. Enfin, pour moi, je la comprenais pas. Enfin, je voulais pas écouter ce qu'elle me disait, que je repartais dans ce truc de me dire bon bah je vais arriver lundi, hop, je vais me mettre à fond. Et cette fois, je vais y arriver. Et au final, non, parce que je vais m'ennuyer. Au bout d'un moment, je vais m'ennuyer. Mais, ouais. C'est difficile pour ces jeunes qui sont empêchés, en fait. Il y a une catégorie de jeunes qu'on a au CLEPT. Chaque année, il y en a quelques-uns. Alors souvent, ils ont eu des diagnostics, genre hyperactifs, intellectuellement précoces. Ils arrivent avec des tas d'étiquettes, d'ailleurs. Et alors, il y en a avec lesquels il se passe quelque chose, un déclic. Puis ils arrivent à se canaliser, à tirer leur épingle du jeu dans ce qu'on leur propose. Et puis il y en a qui n'y arrivent pas. Quand j'étais ici, j'arrivais pas à me projeter. C'était tout dans l'instant. C'était tout. Il faut que ça se passe maintenant. Ça allait tout trop vite et j'arrivais pas à me projeter dans le futur. Et du coup, je restais je restais là, quoi, à subir ce qui se passait, quoi, à ramer, comme je disais. Et puis voilà, là, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai mon monitorat à passer. Maintenant, mon monitorat, je vais le passer un peu plus vite que prévu parce que du coup, je vais skier toute la saison. Ça va être plus rapide. Et pour moi, c'est pas je prends pas ça du tout comme une défaite. Hein. Enfin, c'était vraiment, je me le dis jamais. Hein, c'est une bonne expérience, ça m'a permis de trouver ma voie et puis j'avais enfin des gens qui me disaient cash, qui me mentaient pas, quoi, qui me disaient les choses clairement, quoi. Ici, l'étude n'est pas un espace où chacun fait ses devoirs dans son coin. Un professeur l'encadre. Il n'est pas là pour aider les élèves à bien accomplir leurs tâches scolaires.
Son rôle est de guider, de stimuler leurs recherches, de les inciter à être des ressources les uns pour les autres. Bref, de les rendre autonomes. Au CLEPT, la formule « ils ne veulent plus être élèves, rendons-les étudiants » n'est pas une boutade. Une petite formule, puisque c'est l'inverse. C'est effectivement... Tu l'as fait celui-là? Je l'ai commencé, là. Ouais. Mais effectivement, c'est... T'as raison, c'est le même type de mode de calcul qu'il faut faire. Tu sais pas résoudre une équation avec les exponentielles. Tu sais résoudre avec les logarithmes, il faut que tu retrouves ta formule. Marine, je dis formule, il n'y a pas de formule là. Si vous avez une formule dans votre cours qui vous permet de passer de l'expo au logarithme. Non, t'as même pas besoin de la calculer, tu peux pas la résoudre. Tu peux pas la résoudre, il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. C'est pour quel x alors? Je l'ai mis là. Pour x égale 2,81. Donc en fait, t'as pas de calcul à faire. Non, t'as pas de calcul à faire. C'est pour l'exercice. T'as pas de calcul. J'essaie de retrouver. Et c'est montrer que. Voilà, c'est montrer que c'est pas calculé. Donc t'as pas de calcul à faire. Mais là, je vois pas comment vous avez fait. Marine, ce qu'elle a fait, c'est pour moi, ça, Marine, j'arrive. Oui, c'est pour. Moi, je me souviens de ce moment, moi, celui que j'ai apprécié, c'est celui où j'apprends à faire des maths avec eux parce que, en fait, je suis pas en position. Enfin, je viens pour essayer de les aider, mais en fait, je sais pas vraiment ce qu'il y a à faire. Et où c'est Marine, justement, qui arrive à me faire comprendre les attentes de leur exercice. Et c'est grâce à ça que j'ai pu accompagner Oriane, quoi. Donc, c'est ces moments d'insécurité pour nous aussi, parce que du coup, dans les études, on est aussi amené... Là, j'avais effectivement que des élèves de SES, donc j'ai fait beaucoup autour des SES. Ça veut dire quoi, ça? Il y a des externalités positives. Mais justement, je crois que c'est ça qui me bloque. Ouais. Je pense que je sais pas ce que ça veut dire. En fait, j'ai jamais compris ce que ça veut dire. D'accord. En fait, je comprends pas. Ouais. Tu dirais ça comment, toi? Je sais pas, moi je vois ça comme un résidu. Mais tu vois, en fait, je confonds par rapport à l'année dernière le résidu et l'externalité. En fait, pour moi, c'est la même chose. Là, c'est le truc qui reste et qu'on sait pas quoi en faire. On sait pas comment l'appeler. Et c'est pour ça que tu m'as dit productivité tout à l'heure, au lieu d'externalité. C'est quoi le résidu? C'est ce qui reste à la fin et qu'on sait pas trop déterminer ce que c'est. On sait pas d'où c'est produit en fait. C'est ça, non? Tu veux aider, toi? Margot, c'est quoi une externalité? J'ai compris, mais putain, comment expliquer? Moi, j'ai pas compris. À expliquer, ouais, c'est vraiment ça faire les phrases claires. Donnez-moi un exemple. Si vous n'arrivez pas à l'expliquer. Mais c'est le fait qu'un agent il fasse quelque chose et que ça agisse sur d'autres agents sans qu'il ait demandé, en gros. Ah, mais c'est ça? Externalité, c'est un effet externe, effectivement. Alors là, on est encore dans le flou. Le fait qu'un agent fasse quelque chose sans qu'il soit vraiment concerné. Donc on précise, c'est quand l'action d'un agent a des conséquences sur un autre agent sans qu'il soit concerné au départ par cette dernière. Exemple. Tu m'en donnes un? Non. Non. Exemple, j'ai une super maison. Une maison? J'ai une super maison. Comment tu vas agir sur les autres? Attends. Ok. Demain, la SNCF, sans me demander mon avis, fait passer une raille de train devant chez moi. Ça te fait des boules, quoi. Ça te fait des boules. Pourquoi ça te fait des boules, Marie? T'as pas envie d'avoir le train près de toi? Pourquoi t'as pas envie d'avoir le bruit? Donc tu vas avoir des... Ouais. Donc l'investissement de la SNCF va avoir des externalités négatives sur toi. À la base, tu ne faisais pas partie de leur projet, d'accord, hein? Par contre, ça va faire le bruit, puis une deuxième conséquence, c'est quand même le prix de ta maison, il risque de diminuer. Hein. Maintenant, donne-moi une externalité. Alors, une externalité qui serait plutôt positive. Lucas. Une entreprise. Oui. Elle se sert de ses employés pour produire quelque chose, produire de la richesse. Oui. Cette richesse, elle va être prise en partie par l'État
qui va s'occuper de l'éducation des 10 employés, ou en tout cas de leurs enfants. Et donc l'entreprise pourra engager derrière des gens plus diplômés, et donc leur fournir des emplois avec une plus grosse plus-value, et donc gagner plus d'argent. Donc elles vont pouvoir investir plus. L'externalité positive dans l'affaire, c'est l'entreprise, elle n'a pas payé pour l'éducation de ses employés. Elle a payé des impôts et l'État s'est arrangé d'utiliser ces impôts-là pour éduquer les employés en question. Oui, ça. Donc voilà, donc là ce qu'il te dit, mais c'est ça Lucas. Donc là ce qu'il te dit Lucas, c'est que investir dans l'éducation, ça produit des externalités positives, c'est-à-dire que c'est profitable à tous. Et pas que à celui qui investit, pas que à l'État, pas que à l'homme qui est concerné par sa formation. Ça profite aussi aux entreprises, effectivement. Là, c'est vrai, Marine, par exemple, effectivement, j'ai perçu grâce à ça que résidus, externalité et productivité, elle ne savait pas effectivement du tout ce qu'elle mettait derrière. Après, c'est compliqué de savoir comment... de mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe à cet instant-là qui fait que je perçois. C'est vrai que cette notion, elle était pas facile à comprendre. Mais en plus, surtout que je l'avais déjà pas compris l'année d'avant. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle a vraiment voulu que je comprenne. Et c'est vrai qu'au premier abord, je n'avais pas trop envie qu'on rentre dans le vif du sujet. J'avais envie allez, me laisse tranquille au plus vite et voilà. J'ai trouvé riche aussi ce moment-là où, voilà, par contre, on voit que c'est de la vie l'étude. Hein. Je veux dire, là, je suis assise, je me déplace, et puis ils réagissent, ils s'aident mutuellement là sur les exemples autour des externalités. Finalement, c'est Margot qui rebondit à Lucas, à Marine. Donc là, ils apprennent vraiment ensemble aussi, et sans moi. Plus le bac avançait, et plus on travaillait ensemble et on se rapprochait pour essayer de s'aider et de voir un peu comment est-ce qu'on pouvait avancer ensemble pour aussi apaiser le stress. Et donc, du coup, c'était pas mal en fait, à cette période-là. Ce qui n'était pas le cas au début. Le tutorat est né d'une demande des élèves. D'abord individuel, il est devenu un tutorat de groupe, un professeur pour 5 ou 6 élèves. Des échanges individuels restent possibles. On y apprend à s'écouter, on s'essaye à se dire. Le professeur qui écoute et réagit aux paroles des élèves le fait, certes comme un individu singulier, mais aussi en tant que membre de l'équipe enseignante. Selon ce qu'on a à se dire en tutorat collectif, on verra. Aujourd'hui, c'est pour voir avec vous, vous imaginez bien les résultats du bac blanc que je vais vous les donner, et le bilan. Voilà, l'idée c'est que ce bilan il soit une manière vraiment de rebondir sur une fin d'année qui, vous savez, va arriver très vite. Et certains ont des changements radicaux à faire, et j'aimerais qu'on puisse en parler là. Est-ce que je peux vous dire vos moyennes ? C'est des moyennes du coup de bac ? C'est les moyennes coefficientées avec TPE, EPS et tutti quanti. Je peux vous les dire ? Non. Ouais. De toute façon, on juge pas, on a tous galéré. Évidemment, mais après, je comprends que ça dérange, franchement. Enfin, je veux dire, c'est pas... Oui, mais d'accord. Parce que hier, par exemple, ou avant-hier, il y a Dom qui a filé les notes. Bah oui. Ouais, moi je me suis senti mal pour elle. Ah non, moi c'était... Enfin, elle était là... Bon, la meilleure note, c'est Margot, elle a 15. La pire, c'est Lucas, il a 1. La meilleure moyenne, c'est Margot, elle a 16. La pire moyenne, c'est Lucas, il a 2. J'étais là, merci. Ça, j'adore. Comment on fait ? Je vous le photocopie ? Je le dis pas haute voix. Mais ça change rien, on les aura de toute façon. Je le range pas, je peux pas. Ça change tout, tu sais. Ouais, comme ça, tu vois pas la réaction. C'est subtil. D'accord, ok. Donc je vous le photocopie et puis voilà. Yannick, toujours aussi. Non, ça fait toujours plaisir. Non, mais surtout, je vois pas pourquoi elle fait ça en fait. Ouais. Non, mais c'est ça, moi aussi, ça sert quoi comme compris, but Moi j'étais choquée hier. Mais moi, ça va, je suis quelqu'un en plus, d'ouvert. elle a commencé par moi pour les moyennes, elle a même pas demandé mon avis. Ah oui, c'est vrai. J'avais trop la mort. Alors toi, t'es celle qui l'a plus. Ouais. Sur le sujet, c'est. Ouais. Marianne, l'autre jour, elle nous a demandé si on pouvait venir. Non, mais c'est. Merci. Merci.
alors attention, certains, c'est Dominique Degnaud qui a fait ce tableau, enfin qui l'a finalisé, et elle a vu que certains, évidemment, on enlève un 0 ou 2, ça change tout, par exemple toi. Donc ça, c'est décisif. Ce tableau permet ça. C'est de se dire, de mesurer ce qui rend possible les choses et ce qu'il va falloir faire pour qu'elles se concrétisent, quoi. Il y a eu des gens... Et attends, il y a un tiers des personnes qui ont la moyenne. Bastien, il a 16. Je sais pas qui c'est ce mec, mais moi Je sais pas comment, non mais je sais pas comment, sachant que les sujets, je les ai bossés la veille. Anthony... Pourquoi t'as une bonne note? Bah, la méthode. Justifie-toi. Franchement, non mais méthode, je crois. C'est-à-dire La méthode, comme une... Écoutez. Je pense que c'est là où ça marquait des points, c'est vraiment déjà la révision, la veille, donc les dates et tout. Ça, la veille Mais c'est la méthode, franchement. J'étais en train de me dire, c'est cool, on a un vrai échange, il peut vous aider, vous donner des vrais trucs. Non. La veille, révision. Non, mais là c'était... Non mais attends. Et après c'est le boulot de fond aussi. Non mais c'est vraiment la méthode de construction aussi de ton écrit, je pense. C'est-à-dire Comme il nous dit justement, prendre du temps pour réfléchir, renoter les éléments d'un côté, faire le plan et tout, ça aide beaucoup. Non mais ce qu'il dit Bastien, c'est ça son gros point fort là. C'est pour ça qu'il a des bonnes notes partout. C'est que pour chaque discipline, je crois qu'il a compris ce qu'on attendait de lui. Et il nous fait des trucs qui... la méthode l'aide à faire des trucs développés, l'aide à faire des trucs réussis. Donc ça veut dire que c'est pas parce que c'est un génie, qu'il est peut-être par ailleurs. Ça veut dire qu'il a, avec chaque prof, il est hyper actif en cours, il a compris ce qu'on attendait de lui. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que certains, c'est peut-être là aussi que ça joue votre implication pour comprendre ce qu'il vous faut. Donc oui, alors ça me permet de dire qu'en fait, quelque chose qu'il ne faut pas que vous perdiez de vue, c'est qu'on a mis en place des études et que les profs me disent je suis en chômage technique, quoi. Ils ne me sollicitent pas. Les études, c'est pas pour faire les devoirs qu'on a eu la flemme de faire le week-end. Non, c'est un peu surchargé. Enfin, je veux dire, par exemple, le lundi, il y a Dom qui m'a proposé, il y a aussi... Il y a Laura souvent. Il y a Laura souvent. Laura, elle propose tout le temps. C'est le plan Erades. Moi, le plan Erades a c'est été mis en déjà, place. ouais, voilà. Tu vois, moi, c'est déjà complet, alors que par exemple, l'histoire, c'est complètement délaissé, ça se voit, mes notes, elles font que baisser en histoire. Donc, Moi, il me semble que depuis le début de l'année, il y a plein de choses que tu as mis en place. Tu en as encore à bosser, que tes 0 en SESP, je comprends pas. Non, ça c'est vrai. Je comprends pas. Je les appelle. Donc, 1,5 en maths, je comprends mieux, même si ce serait bien que tu aies 5. Et puis, il y a d'autres choses où il faut que tu te réveilles, quoi. Mais si tu veux, l'année, t'es quand même dans le coup, quoi. Il se passe des choses. Moi j'avoue, je suis un peu en panique, hein, mais après... Moi j'ai plus l'impression de faire de la survie, là. Enfin, remarque, je fais ça depuis 10 ans, mais... Mais non, moi je trouve que t'avances. Attends, l'écrit c'était impossible, quoi. Là, t'as rendu des choses partout. Sérieux, c'est bien. Non, là-dessus, je suis content. Attends. Mais je veux dire, c'est pas évident de rendre des trucs et d'après d'assumer que c'est pas fini, quoi. Enfin, J'ai rendu, j'ai 1,5. Non, mais c'est tu bien. vas au charbon, tu reviens avec une jambe en moins, on dit ouais, il faut que tu reprennes. Bon, bah c'est parti. Avec des béquilles, honnêtement. C'est bien. Personne pour finir en passer chaise le temps. roulante, mais ça va. Tu vois. Et puis on va dire ouais, mais tu retapes une deuxième année. Ah, super. J'ai pas pris le coche quand j'étais jeune et du coup j'ai galéré. Ça a commencé au collège, je pense. Je bossais pas chez moi parce que ça me faisait chier. Et du coup j'ai jamais pris l'habitude de bosser chez moi. Et maintenant quand je bosse chez moi, ça me prend 4 fois plus de temps. Donc je regrette un petit peu. Après j'ai pu me rattraper au CLEPT en bossant ici, en demandant des trucs et tout, mais comme j'ai dit, ça a été sur le fil du début à la fin, quoi. J'ai réussi à remonter quand même. C'est-à-dire que c'était pas sur le fil en permanence, c'est parti de plutôt bas. Et finalement ça a payé. Mais... Donc là, t'es à la fac. Ouais, je suis à la fac là. Mais qu'est-ce que tu fais à la fac? Je suis japonais. C'est dur. Moi j'ai été... pour moi c'est limite des mentors en fait maintenant. On t'apprend plus que juste ce qu'on t'apprend en cours en fait. C'est plus vivant, plus humain aussi. Après, je blâme pas les profs de l'éducation nationale, mais je pense que le fait qu'ici soient en groupe et qu'ils aient tous le même objectif, ça change énormément. Parce que des bons profs à l'éducation nationale, je pense qu'il y en a plein. Moi au collège, j'avais plein de bons profs, mais c'est juste qu'ils étaient tout seuls, quoi. Et du coup, par rapport aux profs qui me donnaient pas envie de bosser,
bah, du coup, ça crée. Il y avait un climat de j'en ai rien à foutre, ça me fait chier. Et du coup, même avec les bons profs, ça marchait pas, alors que ça aurait pu. Et ici, il n'y a pas ça. Moi, ce que je dis souvent aux élèves ici, c'est qu'il y a quelque chose que j'avais à Mounier, que je n'ai plus jamais au CLEP, c'est la boule au ventre. C'est-à-dire que quand on va en cours, ils sont 35, on ne sait pas comment ils sont. Des fois, ils sont un peu agressifs, il faut gagner leur attention. Je sais pas, c'est pas la même. Tout se joue dans les 50 minutes. En fait, bon, c'est des ados comme partout. Moi, je m'entends très bien avec les ados, généralement. Mais disons que le contexte est très stressant. Il faut qu'en 50 minutes, je les attrape, qu'ils m'acceptent, que ça se passe bien, que je leur apprenne des trucs, ça serait bien aussi, qu'ils m'écoutent, qu'ils me valident un peu comme adulte, qui va leur apprendre des choses. Et ça, en 50 minutes, avec une bande de jeunes qui passent dans les mains de plein de profs en changeant de salle, en plus, ils passent leur vie dans les couloirs, c'est vraiment... Moi, ça me crée beaucoup de tension. J'avais vraiment pas peur des élèves, mais une tension à me dire, est-ce que je vais faire tout ça, là ? Est-ce que je vais vraiment y arriver, quoi ? C'est pas gagné. Donc, en plus, comme ils ne nous rencontrent pas ailleurs que dans la classe, pas droit au dérapage. C'est-à-dire que si on fait une blague ratée, ce qui peut m'arriver, moi c'est des choses qui me menacent, c'est faire des blagues pourries, c'est clair. Ça peut vous revenir par le proviseur, on va vous dénoncer, c'est tendu, quoi. Il y a une tension, mais cette tension, elle n'est pas liée aux jeunes, dans ce qu'ils sont eux-mêmes. Les jeunes, c'est des jeunes. C'est pas ça le problème, c'est le contexte, quoi. Ils me voient jamais, ils me connaissent pas, ils doivent, là, comme ça, magiquement, accepter des choses. Il suffirait que je les vois un petit peu en dehors, un petit peu dans l'informel, un petit peu, je sais pas, dans des ateliers, tiens, par exemple, dans un groupe de débat, et c'est désamorcé, quoi. Ce qui fait aussi, ce qui est atroce, c'est qu'en philo, on suscite la discussion. C'est notre job, hein. Je fais un cours sur la religion, je fais des cours comme ça. Et en fait, l'élève est très malin pour sentir que soit il va aller dans la discussion, mais il prend des risques, donc il va être agressif, ça va être compliqué. Soit il y va pas du tout. Et j'ai eu des jeunes comme ça en cours, c'était tragique parce que je sentais qu'ils en pensaient pas moins. Plein de choses à dire sur la République française, sur la religion et tout. Et ce qui est pire que tout, c'est qu'ils ne s'autorisent pas. Et on se dit, mais on est en cours de philo, si c'est pas là que ça se fait, où ça va se faire, quoi. Fenêtre sur cours est une invention kleptienne. Ici, une classe et 2 professeurs prennent le temps d'analyser ce que chacun a retenu d'un cours, d'une consigne. Les écarts sont constatés, souvent avec surprise. L'essentiel n'est pas de trouver la bonne réponse, mais de poser les bonnes questions, pour traquer les fausses évidences, le formalisme et les vrais malentendus. C'est à ce prix que professeurs et élèves progressent. Bien. D'autres points que vous vouliez aborder ? Ça va ? Bien. Alors donc, on va faire une chose qu'on appelle fenêtre sur cours. On a un petit peu parlé dans le groupe de tutorat. C'est quoi ? Vous savez que très souvent, et je l'ai vu d'ailleurs dans un certain nombre de comptes d'autobilan, c'est l'histoire d'être élève ou pas. Hein, donc la difficulté d'être élève ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être élève ? On va partir de situations concrètes, c'est-à-dire des situations que vous vivez actuellement. Hein. Vous avez des cours de français, d'histoire, géographie, anglais, et on vous a posé 5 questions. Hein. On voudrait que vous répondiez à 5 questions pour chacun de ces cours. Dominique, je voudrais juste ajouter un mot pour dire que bien sûr, c'est cette question-là qui vous est posée, mais en même temps, c'est interroger ce qui se passe dans les différentes disciplines. Et ça nous interroge aussi, nous, profs, est-ce qu'on est suffisamment clair sur nos objectifs, etc. etc. Hein. C'est pas seulement le être élève que ça interroge. Hein. C'est tout le travail qu'on fait ensemble qui est interrogé. Tout à fait. Tu as raison de reprendre là-dessus. Hein. C'est que ce que vous direz, ça nous intéresse sur nos pratiques d'enseignement. Vous avez répondu sur la question du contenu, mais vous n'avez pas répondu sur la question de la méthode. C'est ça, pas tous en même temps. Comment on dit faire une synthèse ? Oui. C'est quoi une synthèse ? Pour moi, faire la synthèse, c'est faire une intro avec un développement, une idée principale, avec un développement de cette idée principale. Ça, c'est un bilan s'il faut développer. C'est pas pareil. J'en sais rien, c'est vous qui faites. Moi, je suis un foutu de répondre. Hein. C'est deux choses bien distinctes. Bon, alors. C'est deux choses bien distinctes. Alors, c'est quoi la distinction ? Il faut savoir comment on parle quand même. Non, mais vous voyez le trouble là,
Vous avez un exercice à faire. Charlotte, tu peux peut-être ranger ton coupon, ton machin, là, s'il te plaît. Merci. Un bilan ou une synthèse? Une synthèse. Mais moi, quand Anthony m'a parlé de ça, Pas tous en même temps. il m'a dit de faire le. Parce que quand on fait un plan, on fait le 1, l'unité principale, 1, 1. Ça, c'est un bilan. Et ben c'est ce qu'il m'a dit de faire. Mais il faut le reconstruire. Oui, là, il va se mettre d'accord. Donc là, chacun a entendu. on va les sortir choses. d'ici, hein, et puis on va voir Anthony. Hein, et on va lui dire, Anthony, là tu as proposé une synthèse, ils étaient 8 là, et il n'y en a pas un, il n'y a pas deux à s'être mis d'accord sur ce que ça veut dire que de faire une synthèse. Donc du coup, il va falloir que vous profitez de cette synthèse-là pour que vous soyez, disons, à l'aise quand on va utiliser le terme faire une synthèse, là. Hein. Parce que si vous ne savez pas, je ne veux pas... Mais j'ai vu Caroline, elle était même... Hier, elle est même allée chercher sur Internet ce que ça veut dire que faire une synthèse. Alors, le problème, c'est que quand on tape sur le mot synthèse, il y a la synthèse de l'aspirine, et la photo... Oui, non, mais j'ai bien compris que tu as vite laissé tomber. Hein, parce que c'est vite... Et puis, il n'est pas sûr qu'une synthèse en histoire ou en géographie soit de même nature qu'une synthèse dans une autre discipline. Hein? Donc là, c'est très important intellectuellement comme travail, bien sûr, puis c'est important que vous mettiez d'accord. Hein? C'est un point qui est très important à avoir en tête, hein? Ça, c'est de travailler sur cet objet. Donc ils sont venus me voir et j'ai pas compris au départ. Est-ce qu'on jugeait mon travail? Est-ce qu'on jugeait pas mon travail? Et puis finalement, quand on prend l'habitude d'être au CLEPT, on sait que c'est pas malveillant, c'est plutôt bienveillant et surtout dans l'objectif, c'est que de clarifier en fait le sens, les apprentissages pour les élèves. Donc si c'est ressortir en fenêtre sur cours, bon voilà, dans un premier temps, tu te dis, bon, mon cours doit pas être terrible, mon collègue est au courant que mon cours n'est pas terrible, mais maintenant vu que tout le monde est au courant que mon cours n'est pas terrible, comment faire en sorte pour qu'il soit mieux la prochaine fois, en tout cas pour ce que je voulais faire au départ puisse aboutir. On doit toujours rendre des comptes en fait au CLEPT. Alors rendre des comptes aux autres collègues, soit par rapport à sa discipline et puis par rapport à tous les autres endroits où on peut être en tant que professeur. Vu qu'on ne fait pas que notre discipline, on doit accepter aussi que l'aspect disciplinaire ne soit pas l'essentiel de notre travail. Et ça, selon les moments, c'est plus ou moins comment dire. Parfois, ça peut être très agréable de dire bon, je ne suis pas qu'un professeur d'histoire géo, et parfois, ça peut être aussi un peu déstabilisant dans le sens où on dit mais après tout, j'ai voulu être prof parce que j'aimais cette discipline et j'aimerais bien transmettre. Et là, je n'arrive pas, j'ai pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément même nombre d'heures que dans les autres établissements. Hein. C'est un accord entre l'équipe en fonction justement, notamment dans les modules, quelle est la priorité du raccrochage. Donc on se dit, là, la priorité de raccrochage, ça va être la maîtrise de la langue ou ça va être justement les opérations de calcul et ainsi de suite. Donc on va laisser un peu d'heures pour ses collègues, mais il faut bien se dire que voilà, c'est pas moi en tant que prof qui va être le plus important, mais ça va être l'équipe, et l'équipe dans le sens où quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour permettre le raccrochage en fait des élèves. Et c'est dans ce souci de raccrochage des élèves en fait on réfléchit un peu de notre discipline, on réfléchit comment travailler en équipe, et cet objectif commun entre guillemets il existe en fait dans les établissements traditionnels, mais il n'est pas concret. Alors qu'au CLEPT, la grande différence, c'est qu'il est concret, parlé, réfléchi, appliqué, re-questionné. C'est vraiment quelque chose au quotidien. Mais je te promets, viens voir. Non, bien sûr, mais je pense qu'il y a des erreurs sur le dire ça. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ces deux flèches couplées? Voilà. En fait, si tu veux, c'est ça que j'aimerais leur faire comprendre. Non, ces deux flèches, elles traduisent toutes les deux le fait qu'il y a des transformations de matière. Hein? Et d'énergie. Ouais, mais et d'énergie. Oui, mais l'énergie voilà. chimique. Oui, mais non, mais si je regarde les deux flèches, enfin moi comme une autre transformation chimique, matière évidemment, mais dont si l'apport dans le vivant, c'est pas la transformation de matière en soi, c'est le fait que ça produise de l'énergie. La respiration, c'est une transformation de matière. Alors ça veut dire quoi Au CLEPT, on ne fait pas semblant. On lève les malentendus, on peut se tromper en toute confiance.
Ce sont quelques-uns des principes que s'imposent ici élèves et enseignants. Avec ces mêmes exigences, 2 professeurs, l'une des sciences de la vie et de la terre, l'autre de physique et chimie, inventent une nouvelle discipline, les sciences de la matière. Leur cours transdisciplinaire a pour objectif de balayer les confusions et d'aplanir les difficultés engendrées par le cloisonnement des disciplines scolaires. Regardez plutôt. Voilà, donc on a fini ce qu'on voulait voir avec vous sur la structure de la matière. Et maintenant, on démarre un nouveau chapitre qui va essayer de comprendre les relations qui existent entre matière d'une part et énergie d'autre part. C'est pas totalement nouveau parce qu'on en parle. Eh bien justement, est-ce que tu pourrais dire ce que toi, pour l'instant, tu vois ce qu'il y a comme lien entre matière et énergie? Quand tu dis que ce n'est pas totalement nouveau, effectivement, qu'est-ce qu'on a déjà vu sur ce sujet? De la matière, c'est pas de l'énergie. Voilà, absolument. Donc l'introduction, c'est une sorte de récapitulatif de ce qu'on sait déjà. Donc on a vu comme ça quelques exemples qui montrent que énergie et matière, c'est très 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 imbriqué. Ces 2 notions sont très très imbriquées. Ça veut dire quoi, imbriqué? Qui sont quoi? Non seulement elles sont liées, mais voilà, il y a le problème de savoir qui provoque quoi. Est-ce que c'est l'énergie qui provoque des mouvements de matière? Est-ce que c'est les mouvements de matière qui provoquent de l'énergie? Il y a une sorte d'imbrication là, qui est difficile à séparer. Eh bien, on va essayer de comprendre. Aujourd'hui, on va commencer à essayer de comprendre d'un peu plus près c'est quoi cette imbrication. Qu'est-ce qui fait que matière et énergie sont vraiment extrêmement liées l'une à l'autre. Donc on va vous proposer de réfléchir tout seul à partir d'un petit dispositif qui est là, dont vous allez disposer à raison de, on va voir, il y en a 7. Donc il faut vous mettre par 2. 7 gros. On va appeler ça une bougie tourniquet. Donc c'est pas évident, comme ça a priori, mais tu te souviens peut-être que la matière en mouvement, c'est aussi l'énergie? Tu te dis où, mais ça correspond à quelque chose. Petit 1, prendre en main le dispositif expérimental, décrire le dispositif, c'est-à-dire réaliser un schéma, et puis ensuite, vous allez l'allumer, mais après l'avoir décrit. C'est-à-dire vous faites d'abord un schéma qui permettent de décrire le dispositif, et puis ensuite vous allumez, et puis ensuite vous observez, et vous décrivez ce qui se passe. Et puis petit b, dans un deuxième temps, listez toutes les modifications de matière qui sont observables. Allez-y. Voilà. Tu schématises le dispositif sur lequel tu vas réfléchir. On doit en fait faire un dessin de ça. Un schéma. Avec une légende, forcément. On est réalisé un schéma. Enfin, qu'est-ce qu'on en sait? En fait, je dessine ce que je vois. Tu schématises ce que tu vois. Mais ça veut dire quoi? Je dessine ce que je vois. Oui, ouais, alors. Mais un dessin, tu vois, ça va être... Donc l'essentiel, c'est que tu puisses reporter sur ta feuille le principe du dispositif que tu as sous les yeux. Oui, voilà, légende. Tu vas te voler comme elle. Tu vas te voler comme elle. Arrête de me saouler, je te dis, je vais te voler, qu'est-ce que t'as? Et si tu te voles, une fois que vous avez fait, vous mettez une légende. Moi, je me suis brûlée. Pourquoi on appelle ça un tourniquet? Parce que ça tourne. Je kiffe si je veux l'arrêter. Attends, je kiffe, je l'arrête. Voilà, j'ai récupéré quelques briquets. C'est-à-dire que dès que tu le bouges, une fois qu'il est
beaucoup plus vite que tout à l'heure. Tu remarques qu'il y a une première transformation de matière. De solide à liquide. Voilà, exactement. Et après, ça va dans le bras. Ah, après, je te laisse faire. Tu es avec Lilou. La recherche, en Tu fait. es avec Lilou et tu essayes de trouver. Mais en tout cas, oui. Alors, Ça, c'en est une première. lister toutes les transformations de matière observables. Ah, c'est à toi? Ah, pardon, excuse-moi. Donc, Du coup, j'ai le classique. La transformation des liquides. C'est pas en SE. Sinon, pourquoi est-ce que c'est pas en R? Tu vois? Je pense. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Tu listes toutes les modifications. Qu'est-ce qui fait que tu dis on va pas dire que la bougie est fond? Parce que forcément, la bougie, elle va fondre. Et là, quand on demande là Faut d'indiquer. tout lister. Est-ce qu'on te. Voilà, absolument. Lister toutes les modifications de matière. Eh ben, la bougie fond. Mégane, donc la bougie fond, absolument. Voilà, il faut vraiment observer, c'est difficile d'ailleurs de faire une observation. Parce que finalement, vous me posez toujours la question de savoir s'il faut observer ou pas, est-ce que ça c'est pertinent ou pas. C'est exactement ce que tu viens de faire, Mégane. En fait, tu ne l'as pas noté parce que c'était évident pour toi. Mais ce qui est évident pour toi n'est pas pour les autres, donc il faut que tu le fasses. C'est pour ça que je prends la chaleur, l'énergie. C'est compliqué à mettre des mots dessus en fait. Je l'ai morceau d'idée. Le problème, c'est que. Est-ce que quand tu dis c'est le feu, c'est le feu qui agit directement sur les pales? Non, c'est le feu. Là, le feu, il va noircir la tige et c'est la chaleur qui va faire tourner le tourniquet en fait. C'est l'énergie. Oui, mais pourquoi cette énergie s'applique sur le tourniquet? Qu'est-ce qui fait que ça s'applique sur le tourniquet et puis que ça le fait tourner? Parce que genre les palettes, ça va faire un blocage pour que l'énergie elle parte et ça va faire tourner, non? Tu sais, je le vois quand il y a du vent, quoi. Ouais. Il s'arrête de bouger. Et quand genre, on protège et la chaleur elle reste, il se met à tourner. Oui. Et je me suis dit, c'est comme nous quand on est dehors, il fait trop froid. On bouge pas, on a trop froid. Alors qu'on se met à marcher ou à courir ou quoi, ça se chauffe. Ça peut chauffer. Je suis d'accord, mais ce que tu dis c'est juste, mais ça n'a pas de lien avec ce qu'on est en train de faire là. D'accord? Par contre, ça, tu le gardes pour toi. Parce c'est un problème d'énergie, c'est un problème de matière aussi. Tu dis que tu bouges ton corps, donc ton corps bouge. C'est un problème aussi d'énergie, tu as une sensation de froid, mais ce n'est pas un lien direct avec ça. D'accord? Donc il faut que tu trouves une autre explication. Par contre, tu n'oublies pas ça. Hein? On aura l'occasion d'y revenir. Alors? Qu'est-ce qui part? L'énergie, c'est pas de la matière. Hein? Ouais. D'accord. Ouais. C'est la chaleur, quoi. Là, je te pousse. C'est ma main qui t'a poussé. Ouais. J'ai développé de l'énergie pourtant, mais c'est ma main qui te pousse. Ah, ça met de la pression en fait, c'est une pression. Je sais pas, je te fais réfléchir sur ta phrase, c'est la chaleur qui fait tourner. J'ai mis la tige et Alors, la tige elle est devenue noire, pour l'instant. Moi je vois rien d'autre. Tu vois rien d'autre. Alors, je reprends ce que tu as écrit. La cire d'abord solide en allumant la mèche. Je peux pas. Ah, mais peut-être que vous l'avez noté alors. La cire d'abord solide en allumant la mèche. La cire se transforme en liquide. La mèche noircit. Le tourniquet se met à tourner. D'accord. C'est bon, je l'ai écrit. Je sais pas, c'est un peu implicite quoi. Enfin, c'est le fait qu'il y ait une flamme quoi. Moi j'ai dit qu'on allumait la bougie. Non mais du coup c'est sous-entendu. Mais moi je ne sais pas quand tu dis que tu allumes la bougie, si c'est le geste d'allumer ou c'est le résultat. La bougie est allumée. Moi j'ai mis qu'elle brûlait. Si. Là pour cet exercice, il faut aller au bout des choses. D'accord? Regarde. Et puis c'est le problème du langage. Écoute. Moi si je ne vous comprends pas, c'est qu'il y a un problème de langage. Écoute, on allume la bougie, la mèche noircit, elle brûle et provoque un changement d'état de la cire de solide à liquide. Soit.
Là, c'est bon. Je suis d'accord avec toi. Oui, Mégane, tu voulais... Ma question c'est, est-ce que c'est pas justement la branche qui chauffe qui va faire tourner ça? Parce que... La branche qui chauffe qui va faire tourner ça. Oui, je comprends ce que tu dis. Elle est totalement brûlée là presque. Oui, et bien Quand donc... je mets mes mains comme ça, elle me chauffe à mort. Oui. Et quand je fais ça, bizarrement, bah, la chaleur reste ici et ça tourne directement. Alors que quand je fais ça, ça s'arrête de tourner. Oui. Si je fais ça, ça tourne. Tout à fait. Donc ça veut dire Ton hypothèse à toi, alors donc ce qui est important, c'est que tu poses la question. Ouais. Tu la notes, cette question-là. Ouais. Hein, voilà. Attends, le mouvement de rotation... Se fait à cause. Ah, c'est ça, d'accord, se fait à cause, c'est la phrase que tu vas continuer. Ouais, là. c'est ça que je voulais faire parce que moi je me dis, ouais, si ça c'est positionné exactement en face, en haut, Oui, c'est que ça joue quelque chose. dans c'est pas un l'histoire. hasard. Ouais. Voilà, c'est pas un hasard, tout à C'est fait. que, en fait, la chaleur, ça va donner une pression qui va donner un coup de mouvement en tournant. Mais je comprends pas parce que on peut pas brûler ça et faire tourner ça directement, c'est pas possible. Mais là, la bougie, elle touche le fer il touche la truc, et vu que... La bougie, elle touche le fer. Ouais, Ça la veut dire bougie, quoi? Moi, elle je vois touche pas la le bougie fer. tourner le fer, Non, tu mais m'excuses. la mais- bougie, elle chauffe le fer. Ah, d'accord, mais c'est pas pareil déjà. Le fer, là, il est brûlant, le fer, si on touche, il est Oui, brûlant. d'accord. Et est-ce que c'est pas comme la réaction humaine où genre quand nous on va toucher, bon, on va enlever comme ça. Oui. Bah lui tellement qu'il chauffe, bah il va tourner sur lui-même pour éviter de surchauffer, non? Ouais, des fois c'est ça. Donc, tu proposes deux phénomènes à la suite. C'est, premièrement, il y a un gaz qui est produit là, et deuxièmement, il monte. Et que c'est donc le courant montant qui fait tourner ton liquide. D'accord. Donc, comment est-ce que tu peux, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme dispositif pour essayer de tester l'explication? Imaginez. Non, Yann, dis voir. C'est quoi ta question? Vous pouvez nous mettre quoi, nous? Comment? Si on met du papier, ça fait voler ou pas? Non. Si on met du papier, dis-moi, je te dis, je comprends pas ce que tu dis. Non, nous on a testé, ça n'a pas marché. Comme ça fait comme un parachute ou... Non, mais tu es en train de le mettre le papier, je comprends pas. Tu me demandes si ça brûle et tu le mets, je comprends pas. Non, mais ça brûle. Mais là, si on fait des expériences, si on enlève ça pour mettre Oui. autre chose. Oui. Si on enlève ça et qu'on met style un bout de papier au-dessus, ça va faire. Non, mais pas dessus le bois, mais dessus comme ça. Oui. Ça va faire comme style un peu la montgolfière ou... Ah, c'est ça ce que tu essaies de c'est m'expliquer. ce que j'ai essayé de faire, je sais pas si ça D'accord. marche pas. Ok. Et pourquoi tu veux faire ça? Je ne comprends pas pourquoi tu veux faire ça. Parce qu'il faut trouver d'autres tests à faire. Non, mais je parle à Teddy. Trouver d'autres tests. Oui, mais tu testes quoi? Bah, si ça fait pareil que sur la montgolfière. Non? Enfin non, ça fait la même chose par rapport à l'hélice. C'est-à-dire la même chose. Bah, si le gaz là, qui est en train de sortir par rapport à la bougie, là c'est en train de faire tourner l'hélice, bah, là ça va pas, c'est sûr que ça va pas faire tourner la feuille, mais comme s'il y avait voilà, au lieu de prendre le papier, on va dire qu'on prend juste un morceau de toile et qu'on le place juste au-dessus et que si ça gonfle, ça veut dire que ça, c'est un petit peu le type d'une montgolfière. Oui, mais moi je vois ce que vous voulez me dire, mais je vois pas ce que vous voulez montrer avec votre bout de papier. Voilà, il y a une montée. Ça, je sais pas. Mais ce que tu as montré, voilà, ce que tu as montré, c'est effectivement, c'est qu'il y a un gaz qui monte. Et que ce gaz, s'engouffrant dans les pales, le fait tourner. D'accord. Donc maintenant, la question c'est ce gaz. C'est quoi ce gaz? Oui, mais moi je voudrais que tu expliques un petit peu que le feu fait tenir en l'air. C'est ça que je trouve extraordinaire. Par exemple, tu prends l'exemple du parachute, tu tombes dans une immense source de chaleur, ça te remonte. Et que ça te remonte, qu'est-ce qui te remonte? Le gaz. Le gaz. Ah là, vous me parlez de chaleur, la chaleur c'est une énergie, toi tu me parles de gaz, c'est une matière, il faudrait vous mettre d'accord. Mais quand on passe au-dessus d'un volcan à chaque fois, on remonte. Oui, tu as raison, il n'y a pas besoin d'aller au-dessus des volcans. Hein. Je sais pas, le gaz.
Ouais, mais Je crois qu'effectivement... Le gaz, c'est... Quand on est en parachute et qu'on passe une zone où c'est plus chaud, Oui. on remonte. Eh ben on remonte, et qu'est-ce qui te fait remonter? Le gaz. Quel gaz? Celui qui est produit par la chaîne. Le CO2. Ouais, mais enfin, lui, non, mais lui, il est en parachute, il n'est pas au-dessus d'un feu. C'est quel gaz? Quand tu dis ça, c'est quel gaz? C'est le gaz de la nature. Azote. Et ça a un nom, hein, ce gaz. Hydrogène, hélium. Si, je sais pas, je te balance tout. Non, mais attendez, non, mais sérieusement, le gaz là, qui est défini dans la nature, c'est quoi le gaz? Oxygène. Tu rentres déjà dans le détail. C'est quoi le nom général de ce gaz? On l'a vu 1000 fois. Dioxygène. Mais non. Carbone. CO2, vas-y. Mais non, mais donnez pas des noms comme ça. Réfléchissez. C'est quoi l'air? Manon, c'est quoi le gaz qui entoure L'hélium. La couche d'ozone. Manon est dans les vapes, elle n'est pas avec nous. Elle a pris trop Oui, de il gaz. nous l'a dit, il vient de nous le dire, c'est l'air. J'essaie de faire un truc bizarre. Ça va faire quoi ça? Oui, pourquoi ça tourne plus? C'est ça. Ouais, attends, ça fait des... En même temps, c'est trop chaud, ça brûle la lumière. Alors, un petit point s'il vous plaît sur... on est en train de faire deux choses à la fois avec cette approche expérimentale. D'une part, d'essayer de creuser à travers un exemple cette affaire-là, mais on est aussi en train de vous faire entrer dans ce qu'on appelle... Les états d'âme. Non, une démarche expérimentale. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche expérimentale? C'est-à-dire la démarche qui est au cœur de la construction de connaissances en sciences. On peut aussi dire que c'est une démarche scientifique. Si on limite les sciences à ce que Dominique et moi en avons fait le cœur de notre boulot, c'est-à-dire transmettre des connaissances en physique, chimie, biologie et géologie, ce qu'on appelle les sciences expérimentales. Comment est-ce que ces connaissances se construisent? En fait, on vous met dans une posture d'essayer de construire une connaissance. Cette connaissance, c'est quel est le lien qu'il y a entre j'allume une bougie et le tourniquet se met à tourner. C'est de cette connaissance-là dont on est en train de parler. Comment on procède en science? On procède toujours de la même façon. On vous a d'abord demandé d'observer. Voilà. Les scientifiques, ils essaient d'expliquer les phénomènes observables. Et pour beaucoup d'entre vous, c'était difficile de vous limiter à ça. Vous aviez immédiatement envie d'être tout de suite dans « c'est parce que ». Vous limitez simplement à une observation, observation des matières qui se transforment. Vous aviez beaucoup de mal. Or ça, c'est fondamental. C'est fondamental de faire la différence entre ce que j'observe et puis ensuite, éventuellement, les explications que j'ai en donné. Il va falloir effectivement répondre à tout ce que vous avez émis comme réponse possible. Est-ce qu'on peut les valider? Est-ce qu'on peut simplement les regarder puis voilà, passer à une autre parce qu'on ne peut pas les valider? Il va falloir continuer à éplucher tout ça. Donc on fera ça vendredi. Oui, vendredi. Voilà. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que dans l'observation, il n'y a pas de sabot. Il y a une flamme. S'il y en a un qui l'a dit. Oui, mais il y en a très peu, cette observation-là. L'observation de la flamme. Mais parce que c'est évident pour eux. Oui, mais c'est comme la bougie qu'ils font, c'est évident. C'est ça, c'est évident, donc on ne note pas. Puis, ouais, exactement. c'est compliqué les évidences. Hein. Ouais. C'est ce que disait Mégane. Elle était marrante, Mégane, parce qu'elle était... avec cette histoire, elle était sur cette histoire de réflexe. Là. Oui, oui, et puis après, quand elle a dit que c'était la même chose que l'avion... Oui, non, j'étais pas là. Ah oui, parce qu'après, elle a dit, mais c'est la même chose que l'avion. L'avion, quand les réacteurs tournent, ça fait tourner les hélices. Ah ouais, je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a entre? Donc, David, il a immédiatement dit l'air chaud monte. Voilà. Et donc, du coup, je leur ai dit, mais vous avez tous les éléments en principe pour pouvoir expliquer ça. Donc, je les ai branchés sur les nucléons. Non, mais c'est la première fois que l'air s'appauvrit en oxygène. Oui. Ça, c'est quand même oui, c'est rigolo. C'est une vraie trouvaille. Par contre, après, il m'a dit, mais il passait où l'oxygène? Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien.
Bien. Bon, on va effacer. Je te remercie, Lilo. Par contre, tu vois, lorsque tu as demandé à Tilly d'essayer de réexpliquer un petit peu la situation, Pour l'éthane tu as dit, mais non, pas pour l'éthane. Tu as dit, mais c'est quoi le lien entre la chaleur de la bougie et à toi, on est passé un peu de temps là avec eux. Il y a ça, malgré les échanges qu'on a eus, il n'a pas fait le lien. Enfin, alors que c'est lui qui a apporté l'idée de l'air chaud monte, tu vois, et ça, bon, il n'a pas réussi. Oui, mais parce que quand il dit que l'air chaud monte, il aurait pu aussi dire la chaleur monte. C'est la même chose pour eux. Oui, c'est possible. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Oui, il n'a même pas dit ça. Ah oui. Donc tu vois, ça pose question quand même sur le fait que c'est très la façon long. dont on les accompagne quand on les questionne. Ouais, enfin, écoute, Dominique, moi tout ça, je l'ai découvert en travaillant avec toi. Oui. Donc il faut être un peu humble, je crois. Si tu veux, on les fait entrer dans un truc, je ne crois pas du tout qu'on puisse viser à ce qu'ils le maîtrisent vraiment. On est d'emblée dans une complexité matière-énergie. On leur fait toucher du doigt progressivement un certain nombre de trucs, mais ça va tellement à l'encontre du langage courant, de la vie quotidienne, etc., que c'est une petite pierre, et puis ensuite il y en aura une autre, puis une autre, puis une autre. Il nous a souvent été reproché d'en avoir trop d'utopie dans notre projet. Il nous était très facilement opposé l'irréalisme de notre démarche. Mais vous n'y pensez pas, mais vous n'y parviendrez pas. Comment argumentait-il ? En déroulant pratiquement toujours les 4 mêmes arguments. Premièrement, il nous disait « Jamais l'institution n'acceptera de mobiliser des moyens pour faire vivre un établissement dérogatoire. » Un établissement qui, en même temps, par son existence, met en cause son fonctionnement ordinaire. Donc, on ne pensait pas que l'institution, un jour, nous donnerait le feu vert. Deuxième argument, il consistait à nous dire « Mais vous pensez vraiment que des élèves qui savent pertinemment pour quelles raisons ils ont quitté l'école, ils y vivaient un statut douloureux, ils y passaient un moment où l'ennui était essentiellement le gaz carbonique qu'ils respiraient jour après jour, ils voudront revivre ça, mais non. Ils en sont partis, c'est pas pour y revenir. Donc, vous n'aurez pas les effectifs que vous souhaitez d'élèves. Troisième argument, c'était de nous dire, mais attendez, si vous deux, vous êtes assez fous pour vous lancer dans cette aventure en acceptant que agrégé ou certifié, ce soit maintenant 27 heures par semaine qui vous attendent, et si vous acceptez aussi de changer de professionnalité, parce que le projet pédagogique du CLEPT invite à ce changement de professionnalité, c'est votre affaire. Mais vous n'aurez pas de collègues qui vous suivront dans cette aventure. Et enfin, lorsqu'il pensait que si par impossible, ces 3 défis-là, nous étions capables de les surmonter et d'en venir à bout, il nous disait de toute façon, au final, le public échouant que vous souhaitez maintenant réaccueillir et amener un bac d'enseignement général, eh bien, lui, par contre, il va vous poser d'énormes problèmes parce que, à moins d'être des alchimistes, le plomb ne se transforme pas en or. Je n'arrive pas à trouver un autre mot qu'humain, en fait. C'est très cliché, ça fait un peu... Mais bon, je vois pas autre chose. C'est juste... Ils s'intéressent à nous, en fait. Ils s'intéressent à nous, on peut leur faire confiance et si on décide de bosser avec, ça marche très bien.